Il est 13h au studio de la télé interactive. Voici pour vous les titres. Le Conseil des ministres est tenu ce vendredi en séance ordinaire sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Conseil a adopté un décret portant dissolution du Haut Conseil du dialogue social. On fait le point en début de journal. Et le comité d'organisation de la 16e édition du CIAO dresse le bilan. C'est un bilan jugé satisfaisant au regard de la tenue à bonne date de l'événement malgré la crise sécuritaire. On note également la participation de 34 pays. Qualification CAN 2023 à l'occasion de la 3e journée des qualifications. Les étalons du Burkina Faso se sont imposés 1-0 face aux éperviers du Togo. Retour dans ce 13h sur les grands moments de ce match à suspense. On vous le disait en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce 24 mars sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte dissolution du Haut Conseil pour le dialogue social. Le second dossier, lui, décrète l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina Faso afin de renforcer l'existence des moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Michael Tougri. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets. Le premier porte dissolution du Haut Conseil pour la justice sociale, répondant ainsi à la logique de la suppression des institutions jugées indispensables, a indiqué la ministre de la Justice, des droits humains, chargée des relations avec les institutions, Garde des Sceaux. Effectivement, le Conseil a pris cette importante décision, ce qui nous permet d'avancer dans les recommandations issues des assises nationales, où il est ressorti que certaines institutions, certaines structures, non seulement ne sont pas indispensables comme on le pense, mais également ce sont des structures qui peuvent être budgétivores, alors que nous sommes dans une logique de rationalisation des ressources de l'État. Donc aujourd'hui, un décret est pris dans le sens de dissoudre le Haut Conseil pour le dialogue social. Le second dossier examiné à ce Conseil des ministres est la prise d'un décret instaurant désormais l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina Faso dans le but de répondre aux besoins d'encadrer les actions dans ces régions dans la légalité. Selon la ministre, l'un des événements qui a mis fin à l'état d'urgence qui a été décrété, c'est la dissolution de l'Assemblée législative de transition. Pour répondre aux besoins d'encadrer les actions au niveau des régions concernées dans la légalité. Vous savez que nous avons une loi sur l'état d'urgence et l'état de siège et en vertu de cette loi, il est dit que l'état d'urgence doit être décrété et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés aujourd'hui. Vous direz que l'état d'urgence avait été décrété, mais sachez qu'il y a des événements qui mettent fin à l'état d'urgence et l'un des événements qui a mis fin à l'état d'urgence qui avait été décrété, c'est la dissolution de l'Assemblée législative de transition. Donc à partir de cet instant, si nous voulons donner un cadre légal à la restriction de certaines libertés que vous constatez, qu'on peut constater, il faut décréter l'urgence. Au compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le Conseil a adopté un décret portant organisation, fonctionnement et attribution du dit ministère en vue de se conformer au décret portant attribution des membres du gouvernement. Le nouvel organigramme prévoit la création des unités d'assistance de la maîtrise d'ouvrage public. Ces mesures, selon le ministre en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat, vont également permettre d'éviter les catastrophes constatées sur de nombreux chantiers. Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises a tenu jeudi dernier son premier conseil d'administration. L'ordre du jour a porté sur les acquis de l'année écoulée ainsi que les défis pour l'année 2023. Cette session s'inscrit également dans un esprit de redevabilité des résultats réalisés au titre de l'année 2022. Assami Thiemtori.
Ce premier CACEM du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des PME vise à examiner et à adopter les rapports d'exécution du plan de travail annuel et de la tranche annuelle du plan d'action prioritaire 2022-2024, examiner également et adopter le rapport d'évaluation, la performance globale des structures et des départements. Mais avant cela, il était important pour le ministre de rappeler quelques acquis de l'année écoulée. Il s'agit de la création de 17 653 nouvelles entreprises, la délimitation de 245 hectares dans le cadre de la construction du pont sec multimodal de Ouagadougou, la mise à niveau de 19 entreprises du secteur solaire et 15 entreprises du secteur huilier, l'octroi d'environ 1,9 % francs CFA aux PME sous forme de crédit, la création du service d'incubateur Burkina Textile au sein de la maison de l'entreprise de Burkina Faso, la labellisation du poulet bicyclette et l'exploitation de 2 labels. Il s'agit du label Made in Burkina et l'indication géographique chapeau de Saponais. Tout en félicitant le personnel pour le travail abattu, le ministre a souhaité que les échanges soient ouverts afin qu'au sortir de ce CACEM, les conclusions puissent servir convenablement. La plupart des acquis sont à consolider et je reste persuadé que la persévérance restera le leitmotiv de la réussite dans la conduite des activités de 2023. Aussi, c'est à la conjugaison de nos efforts que nous contribuerons significativement au développement des PME-PMI, à la promotion de la transformation et la consommation des produits locaux et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Pour cela, je formule le vœu que nos échanges soient ouverts, francs, sincères et fructueux, et que la conclusion de ce cadre puisse impacter positivement la réalisation des missions de notre département. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants ont débuté aussitôt les travaux et les conclusions sont attendues pour ce 24 mars. Accompagnée de ses partenaires, l'équipe de mise en œuvre du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière Karité a effectué une visite terrain dans les quartiers Pissi et Tanguendasouri. 2 unités de production qui ont bénéficié de l'accompagnement du projet Pacifique ont ainsi été visitées. Il était question pour les acteurs du projet à travers cette visite de s'imprégner des réalités sur le terrain. Maxime Jean-Eudes Bambara. L'équipe du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière Karité, accompagnée des partenaires du secrétariat exécutif du cadre intégré renforcé et du Luxembourg, en visite terrain dans la commune de Tanguin. Ici, nous sommes au siège de l'unité de production de beurre de Karité et de produits dérivés dénommés Burkina. Grâce à l'accompagnement du projet, Théophane Bougouma, promoteur de Burkina, a pu se doter d'une chaîne complète de production et d'un magasin de stockage. Cette visite terrain a permis aux visiteurs de voir les différentes étapes de production du beurre de Karité. C'est le lavage des amandes, c'est l'étalage, le séchage, le tri, et ensuite on passe au concrassage. Et après, on passe à la torréfaction, la mouture, et puis le barattage, et puis la cuisson. On reçoit quelque chose et qu'on extrait pour maintenant procéder à la filtration et puis à l'ensachage. Avec plus de 45 employés, notamment des femmes, le travail se fait à la chaîne dans cette unité de production. L'accompagnement reçu du projet a permis de booster la production selon le promoteur Théophane Bougouma. Mais la principale difficulté reste l'approvisionnement en matière première. C'est l'approvisionnement en matière. Nous avons démarré après avec 3 tonnes, mais pour des contingences extérieures, nous avons dû suspendre les travaux vu le coût d'approvisionnement en matière première. Après Tanguendasouri, le cap est mis sur Pissi au siège du laboratoire Odis Cosmétiques, une unité de production mise en place par Odette Zouré, spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques naturels, notamment des savons, des pommades et des crèmes faits à base de Karité. Nous, on a un savon qui est Odis anti-bouton, qui aide le patient à prendre ses boutons en charge. Pourquoi ? Parce que c'est un savon antiseptique. Ça va nettoyer la peau parce que le savon vient comme un adjuvant. Tu prends tes produits, ça va calmer la douleur, mais il faut un produit externe pour aider, pour ne pas laisser ta peau bizarre.
Après ça, on a Odis anti-taches. Après les boutons, il y a les taches qui vont nettoyer la peau en profondeur et laisse la peau toujours propre, sans les taches. Aujourd'hui, la directrice générale du Odis Cosmétiques s'est réjouie d'avoir bénéficié de l'accompagnement du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière Carité. Avec l'aide de la chaîne de production de CIR, et cette année, je peux dire que ça va, puisque grâce à l'augmentation de la capacité de production, on a pu au moins enregistrer même nos produits ailleurs. Parce qu'avant ça, on ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que si on nous demande et qu'on n'a pas pu respecter la livraison, ça fait un manque de confiance. L'ambition de la promotrice est d'acquérir son propre terrain pour installer son unité de production et recruter plus d'employés. Du côté des visiteurs conduits par le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, l'on se dit satisfait des réalisations sur le terrain. La satisfaction ne se lit pas seulement sur les visages de l'équipe de projet et de l'administration à travers le ministère du Commerce, mais aussi nos partenaires étaient vraiment très satisfaits. Dans la coopérative de production des savons et pommades, ils ont bénéficié d'abord d'un accompagnement de 9,5 millions et également d'une chaîne dont le coût avoisine dans les 20 millions. Mais au-delà de cet accompagnement, ils ont pu bénéficier d'autres appuis tels que l'acquisition des emballages, les formations sur des thématiques telles que le marketing, surtout la gestion des entreprises, mais également comment, lorsqu'on est en coopérative, comment on doit s'organiser pour que cette coopérative puisse bien fonctionner. Selon le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, la vision du projet est de capitaliser les investissements et faire en sorte que les différentes unités de production s'inscrivent dans la durabilité, mais aussi faire bénéficier le projet à d'autres entrepreneurs. À l'issue de 2 jours de visite des infrastructures routières dans les hauts bassins et les cascades, le ministre des Infrastructures a dévoilé les grands chantiers en cours de son département. Le ministre Sorgho a parlé de la reprise des travaux de réhabilitation de la route nationale 4 et du bitumage de la RN 22 et celui de la RN 18. En dehors de ces chantiers qui étaient à l'arrêt, de nombreux autres projets seront enclenchés. Le point avec Joseph Koudgou. Suite aux récentes sorties du ministre des Infrastructures et du désenclavement sur la route nationale numéro 8 et numéro 7, Luc Adama Sorgho a donné un point de presse sur les projets de son département. Il s'agit entre autres de la reprise de certains chantiers qui étaient aux arrêts à cause du terrorisme. Luc Adama Sorgho, ministre des Infrastructures et du désenclavement. Il s'agit notamment des travaux de réhabilitation de la RN4, Fadang Gourma Kanchari, frontière du Niger, qui fait environ 167 km. Les travaux de construction et de bitumage de la nationale 22, Congoussi-Dibo, qui fait environ 96 km. Les travaux de construction et de bitumage de la nationale 18, Fada Ngourma Bogandé, fait environ 129 km. En dehors de ces chantiers qui étaient à l'arrêt, d'autres projets ont vu le jour et sont en phase de démarrage. Luc Adama Sorgho, ministre des Infrastructures et du désenclavement. Nous pouvons citer entre autres les travaux de réhabilitation de la nationale 18, Bobo-Ororara, frontière du Mali. Les travaux de construction et de bitumage de la route Ouéguia-Titao-Djibo. Les travaux d'élargissement de la sortie de la nationale 2 Ouara vers Ouéguia. La poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage de 50,7 km de voirie urbaine, soit 1,6 km à Bobo, 13 km à Ouagadougou et 25,9 km d'élargissement de la RN4. Et 10,20 km de la Rocade Nord. La poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage de 421,2 km de route. La poursuite des travaux d'aménagement de 541,129 de pistes rurales. La poursuite des travaux de construction de 3 péages modernes, le démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de 188,5 km d'Andé Kourouman, Boulsa, Kawatenga et Ouéguia-Djibo. Le démarrage des travaux de réhabilitation de 169 km par Dano, Djibougou et Bobo-Ororara.
À cela s'ajoutent les travaux d'aménagement, d'études, d'entretien et de construction d'ouvrages. L'une des préoccupations était le projet de bitumage de la route de Léguéma et celle du mausolée Gimbi Ouattara. Luc Adama Sorgo, ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Pour ce qui concerne la voirie de Léguéma, nous disposons déjà des études. Bon, pour la voirie du mausolée Gimbi, c'est juste une évaluation, on n'a pas des études. Mais soyez rassurés que nous allons intervenir bientôt, on va accélérer les études et nous allons, la population soit rassurée au niveau du Bobo, qu'il y a le fonds spécial routier qui va s'en charger en fonction des entrées. Tous ces projets sont à réaliser à court et moyen terme, a affirmé le ministre des Infrastructures et du Désenclavement. La tenue de la 16e édition du CIAO a permis de montrer la résilience du peuple burkinabé, un motif de satisfaction pour le comité d'organisation qui était face à la presse. Cette 16e édition a connu la participation de 34 pays venus de plusieurs continents. Elle a également permis de collecter 70 millions de francs CFA au profit des déplacés internes et des FDS. Reportage de Serge Bassolé et Mamidriana Kamabou. Après la tenue de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO, l'heure est au bilan. Le comité d'organisation était face à la presse ce vendredi 24 mars. Selon ce comité, cette manifestation d'envergure internationale dédiée à l'artisanat africain a connu la participation de plusieurs exposants, participants et acheteurs professionnels. Le comité dresse un bilan satisfaisant et se félicite de la tenue et le succès de cette biennale de l'artisanat malgré le contexte sécuritaire difficile. 638 stands ont été occupés par 3679 exposants et par les partenaires dans les différents pavillons. 101 espaces dans la cour ont été loués par les restaurateurs et pour les autres activités connexes. 32 acheteurs et visiteurs professionnels ont effectivement participé au salon. Nous avons également enregistré la participation de 360 223 visiteurs grand public. Selon le comité d'organisation, 52 600 000 francs CFA est la somme totale qui a servi à primer les artisans lauréats qui ont compéti dans plusieurs catégories. Il faut noter que 24 prix en espèces comme en nature d'une valeur totale de 52 600 000 ont été attribués. Le grand prix du chef de l'État d'une valeur de 3 millions a été remporté par le Burkina Faso. La Banque ouest-africaine de développement a parrainé un prix composé de métiers à tisser et de fils à tisser décerné au PDI de la région du Centre-Nord d'une valeur totale de 22 500 000. Au cours de cette conférence de presse, le comité d'organisation du CIAO a rassuré que l'organisation de la 17e édition est déjà entamée. Il lance par ailleurs un appel à tous ses partenaires. C'est pourquoi je lance un appel à travers vous, à tous les partenaires qui ont cru à cette organisation africaine de l'artisanat, de toujours soutenir le CIAO afin que l'artisanat puisse contribuer au développement de nos différents pays africains. Il faut noter que la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sur le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Crise foncière à Kayar dans le centre-nord, le ministre en charge de l'urbanisme a convoqué les propriétaires terriens du village de Ragitenga. Objectif, faire une mise au point après les propos qu'ils ont tenus lors de leur dernière sortie médiatique et qui le mettaient en cause dans ce problème foncier qui secoue la commune de Korsimoro depuis 2017. Le ministre Mekailou Sidbé a insisté sur le fait que le projet est inconnu à leur niveau. Du côté des ressortissants de Ragitenga, on reconnaît sa part de responsabilité. Assami Tiemtori.
Suite à la sortie des ressortissants de Ragitenga, le mardi dernier, mentionnant que le ministre de l'Urbanisme serait impliqué dans un processus de retraite de leurs terres en collaboration avec une société immobilière, le ministre devant la presse et les concernés a été on ne peut plus clair. Tout en définissant le rôle du ministère, il s'inscrit en faux sur ces allégations et dit ne pas être au courant d'une société immobilière et de construction d'une cité dans ce village. On leur a fait savoir que ce projet, d'abord ce promoteur immobilier était inconnu dans notre fichier et on n'était pas au courant du projet. Mais nous avions été quand même surpris le lendemain en lisant la presse de voir qu'ils ont maintenu la même affirmation selon laquelle le gouvernement actuel à travers le ministre de l'Habitat accompagne ce projet. Voilà, donc nous avons souhaité les rencontrer de nouveau en présence de la presse pour pouvoir faire les clarifications. Et je pense que les clarifications ont été faites parce que le porte-parole, le représentant du village a réaffirmé devant vous tous ici que la presse a relayé une information qui ne vient pas de leur conférence de presse. Donc ce n'est pas ce qui a été dit lors de la conférence de presse qui a été relayé. Et donc rectification a été faite. Et nous sommes satisfaits donc, de cette rencontre de cet après-midi. Mea culpa, le porte-parole des ressortissants de Ragitenga a tout d'abord présenté ses excuses au ministre de l'Urbanisme. Ensuite, il dit n'avoir pas été compris lors de cette conférence de presse par les journalistes présents. Il affirme pour terminer que le ministre n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire. Monsieur le ministre de l'Habitat, lundi 20 mars 2023, il nous a dit que non, à leur niveau, ils ne sont pas au courant de ce projet. Mais c'est que lorsque nous avons repris le passage que les autorités locales nous ont donné, qu'il y a eu cette interprétation malencontreuse. Même avant la rencontre de ce soir, nous avons su que le ministre de l'Habitat n'était pas au courant de ce projet. Il nous a bien dit son avis depuis le lundi, lors de la rencontre. Et je pense que lors de la conférence de presse, vous avez eu des questions expliquées. Voilà. Bon, mais nous, on ne peut pas vous accuser parce que depuis 2016, si nous avons eu votre accompagnement, on ne peut pas s'en tenir à ce malentendu pour vous accuser. À la fin de la rencontre, le ministre a tenu à attirer l'attention de l'opinion publique sur la complexité de la question foncière et demande plus de prudence dans le traitement de l'information aux journalistes. Mois de jeûne Ramadan au Burkina Faso, à l'occasion du premier jour du jeûne, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina ont procédé à une rupture collective. Après le repas collectif, ce sont des dévotions, l'appel à une solidarité renouvelée et à la culture de la paix qui est prêchée par ces fidèles musulmans. Alexis Mwinkouni Belemnaba. C'est encore le jeûne du Ramadan. À partir de ce jeudi 23 mars, les musulmans du monde entier se plient à nouveau à l'exercice du 4e pilier de l'islam. Les élèves et étudiants musulmans réunis au sein de leur organisation sont au début d'une des périodes les plus importantes de la vie du croyant musulman. C'est l'esprit de partage d'un repas collectif et de solidarité qui est constaté ici au chef de cette organisation. Après ce repas collectif, place à la prière, des actes de dévotion, l'appel à la solidarité et à la culture de la paix, voilà entre autres le message passé aux fidèles à cette première journée de ce mois de repentance. Le jeûne véhicule un message, c'est l'entraide, c'est la solidarité et la charité. Il y a les actes de dévotion qu'on doit poser. Donc il faut que chacun puisse mettre ça en place et que le jeûne ne se limite pas à la soif et à la faim. Donc il y a des actes que le jeûne demande et ça mérite que chacun de nous puisse avoir ces notions pour réussir son jeûne de Ramadan, Inch'Allah. Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire qui impacte énormément sur les populations des zones touchées par les attaques. Des milliers de personnes déplacées qui, pour certains, auront du mal à observer convenablement le jeûne. Si bien que le président de l'AIMB invite chacun des fidèles musulmans à revoir son engagement pour être utile à lui et à la société. La solution à toutes les épreuves, c'est Dieu, c'est le Créateur qui les détient et nous avons donc à nous
reconsidérer nos comportements, revoir nos engagements, revoir nos relations interpersonnelles afin que Dieu lui-même puisse améliorer nos situations comme il l'a dit dans son livre saint. Il ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc si nous vivons une épreuve, il se peut que ce sont les résultats de nos comportements individuels et collectifs qui nous ont conduits donc à cette épreuve-là. Et c'est le moment pour nous maintenant de revoir nos engagements afin que Dieu puisse changer notre situation. À l'occasion de ce mois de pénitence, de repentance et de dévotion, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso lance un appel aux bonnes volontés à soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Ils l'ont fait, les étalons du Burkina Faso se sont imposés 1-0 face aux éperviers du Togo dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023. Après une première mi-temps timide, Abdoul Faisal Tapsoba a marqué le but de la victoire à la 87e minute. Retour sur les temps forts de ce match avec Bessogré John William Somda. Que ce fut laborieux pour les étalons du Burkina face aux éperviers du Togo lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au grand stade de Marrakech au Maroc, les hommes du sélectionneur national Hubert Velut ont eu toutes les peines du monde à contenir les éperviers. Il faut le dire, dos au mur avant cette rencontre. Dans ce choc qui oppose le leader, le Burkina Faso, à la lanterne rouge du groupe, le Togo, c'est le deuxième nommé qui prend les choses à main sitôt le coup d'envoi donné. Volontaire, les éperviers poussent mais ne parviennent pas à forcer le verrou de la défense burkinabé. S'ils créent par moment des frayeurs dans la surface des étalons, les éperviers sont contraints de regagner la pause sans parvenir à scorer. En seconde période, les étalons font le dos rond, il faut le dire, perturbés par le 3-5-2 mis en place par Paolo Duarte. À l'opposé, Hubert Velud réalise quelques changements qui vont s'avérer payants par la suite. Entré à l'heure du jeu à la place de Franck Lassina Traoré, Faisal Tapsoba profite du laxisme de la défense togolaise pour offrir la victoire aux étalons d'une tête victorieuse à la 88e minute. 1-0 en faveur des étalons, score qui fait foi de verdict à l'issue du coup de sifflet final. Une victoire arrachée dans la douleur et qui fait le bonheur d'Hubert Velud. Pas une grande prestation, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a eu une défense quand même très solide, qui a fait front, je dirais. Et puis surtout, intéressant aussi, c'est qu'on a été réaliste. Sur le peu de miettes qu'on a eu dans le match, on a réussi à être quand même efficace, de mettre un but. Donc, bien sûr, quand même beaucoup de positifs, puisque ce qui est le plus important, c'est la victoire ce soir, c'est les 3 points, c'était très important. À 3 journées de la fin des éliminatoires, les étalons prennent une option sérieuse pour la qualification. Toutefois, les joueurs se veulent le prudent au moment d'aborder la suite de la compétition. C'était un match très difficile. Les Togo, ils sont venus aussi pour prendre des points. Et on a essayé de gérer le match. Et on a gagné 1-0 à la fin, on dit merci, on n'a pas eu de blessés et voilà, c'est le plus important. Et on a un match retour au Togo, on va essayer d'aller là-bas pour arracher les points. Avec 9 points sur 9 de possibles, les étalons pourraient définitivement composter leur ticket pour la Côte d'Ivoire en cas de nul à Lomé face aux éperviers mardi prochain. En cas de victoire, ils réaliseraient le plein de points en 4 journées, une première depuis la première phase des éliminatoires combinés CAN Coupe du Monde 2010. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi, excellent week-end à toutes et à tous.